Section 2. L'indépendance des juges par rapport à l'État. Les juges de carrière sont employés par l'État. C'est l'État qui les nomme. C'est l'État qui les paye. C'est l'État qui décide de leur avancement. C'est l'État qui, en cas de faute, les sanctionne. Alors, dans ces conditions, il semblerait a priori qu'ils ne puissent pas être indépendants de l'État. Et pourtant, évidemment, il est essentiel que le juge statue en son âme et conscience. Il est essentiel qu'aucun gouvernement ne puisse exercer de pression sur lui pour l'inciter à statuer dans tel ou tel sens. Et cette exigence d'indépendance du juge, elle est même tellement essentielle que c'est un principe à valeur constitutionnelle. En ce qui concerne les juges de l'ordre judiciaire, c'est expressément reconnu par l'article 64, alinéa 1 de la Constitution, qui nous dit que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. En ce qui concerne les juges administratifs, là, c'est le Conseil constitutionnel qui, dans une décision en date du 22 juillet 1980, a affirmé que l'indépendance des juridictions administratives fait partie des fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est-à-dire des principes ayant une valeur constitutionnelle. Les juridictions judiciaires, comme les juridictions administratives, doivent donc être indépendantes. Mais l'indépendance des juridictions, c'est avant tout l'indépendance des juges eux-mêmes. Or, cette indépendance des juges, elle est assurée d'une manière quelque peu différente, selon qu'il s'agit des magistrats de l'ordre judiciaire, ce qu'on va voir dans un premier paragraphe, ou des juges de l'ordre administratif, ce qu'on verra dans le paragraphe 2. Paragraphe 1. L'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire. Cette indépendance, elle est assurée par l'article 64 alinéa 4 de la Constitution, selon lequel les magistrats du siège sont inamovibles. Ce principe d'inamovibilité signifie qu'un magistrat ne peut pas faire l'objet de la part du gouvernement d'une mesure arbitraire. Une mesure ne peut être prise à son encontre que dans les cas et selon les conditions prévues par la loi. Ce principe d'inamovibilité, il ne s'applique toutefois qu'au profit des seuls magistrats du siège et non pas au profit des magistrats du parquet que nous évoquerons dans le chapitre suivant. Les magistrats du siège, ce sont les magistrats qui, au sein d'une juridiction, sont chargés de juger les affaires. Leur indépendance est donc essentielle, et c'est pour cela qu'ils bénéficient de ce principe d'inamovibilité. Ils ne peuvent donc faire l'objet de sanctions que dans les conditions prévues par la loi, ce qui suppose un manquement à leurs obligations professionnelles. En aucun cas, un jugement qui déplairait au gouvernement ne pourrait être assimilé à une faute professionnelle. Et l'article 65 de la Constitution de 1958 charge le Conseil supérieur de la magistrature de faire respecter ces principes. Il faut savoir ici qu'au sein de ce Conseil, il existe une formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Formation compétente à l'égard des magistrats du siège qui comprend aujourd'hui 15 membres. Ces 15 membres, ce sont d'abord le premier président de la Cour de cassation. Premier président de la Cour de cassation qui est le président de cette formation. Alors qu'avant une réforme datant du 23 juillet 2008, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'était un petit peu curieusement le président de la République. Cette formation comprend également 5 magistrats du siège, élus par leur pairs, donc par les autres magistrats du siège. Elle comprend aussi
un magistrat du parquet élu par les autres magistrats du parquet. Elle comprend également un conseiller d'État, élu par l'Assemblée générale du Conseil d'État, un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux, et enfin 6 personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, et qui sont désignées respectivement par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, chacun désignant 2 personnalités. À l'égard des magistrats du siège, les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont principalement de 2 sortes. La première attribution est une attribution d'ordre disciplinaire, puisque c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui, après avoir été saisi par le garde des Sceaux, instruit les poursuites disciplinaires et décide des sanctions. Ici, le garde des Sceaux est obligé de se conformer à la décision du Conseil. On peut remarquer ici que, quand elle statue en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend en plus le magistrat du siège qui appartient normalement à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Et cela afin que, dans cette hypothèse, les magistrats ne soient pas en minorité. Le législateur a voulu que, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature statue sur la discipline des magistrats, eh bien les magistrats qui statuent ne soient pas en minorité par rapport aux autres membres de la formation. En la matière, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a également apporté une modification importante, et il s'agit de la possibilité pour les justiciables de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour déclencher des poursuites disciplinaires. Et cela dans des conditions qui ont été définies par une loi du 22 juillet 2010. En l'occurrence, la plainte doit contenir l'indication de l'identité de son auteur, elle doit contenir une indication détaillée des faits et des griefs qui sont allégués contre le magistrat. Cette plainte ne peut pas être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi d'une procédure en cours, et cette plainte, elle doit être formée avant l'expiration d'un délai d'1 an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure dont fait l'objet le justiciable. En l'occurrence, la recevabilité de la plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de 4 membres du Conseil supérieur de la magistrature, 2 magistrats et 2 personnalités extérieures à la magistrature. Si cette plainte est recevable, ce qui est très rare en pratique. En 2011, il y a eu 421 plaintes, une seule était recevable. Si la plainte est recevable, eh bien, elle est renvoyée à la formation disciplinaire. La deuxième attribution du Conseil supérieur de la magistrature concerne la nomination et l'avancement des magistrats. En effet, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège donne un avis sur les propositions d'avancement qui sont formulées par le ministre de la Justice. Et cet avis, il est très important, puisque l'article 65 de la Constitution prévoit que les magistrats du siège ne peuvent être nommés que sur avis conforme de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Donc, le ministre de la Justice est lié par l'avis. En outre, on peut ajouter à ça que le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature est encore plus grand s'agissant des magistrats qui sont les plus élevés dans la hiérarchie. En effet, pour ces magistrats les plus élevés dans la hiérarchie, eh bien le président de la République ne peut pas nommer un magistrat qui n'aurait pas été proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce pouvoir de proposition
il existe pour les conseillers à la Cour de cassation, pour les premiers présidents de cour d'appel et pour les présidents de tribunal de grande instance. Voyons à présent ce qu'il en est des juges de l'ordre administratif. Paragraphe 2. L'indépendance des juges de l'ordre administratif. Ici, à l'exception des conseillers à la Cour des comptes, il faut savoir que les juges de l'ordre administratif, pendant très longtemps, n'ont pas bénéficié du principe d'inamovibilité, que la Constitution n'avait énoncé qu'au profit des seuls magistrats du siège de l'ordre judiciaire. Toutefois, les membres du Conseil d'État, en raison de leur prestige, ont toujours bénéficié d'une inamovibilité de fait. Une inamovibilité en quelque sorte coutumière, et presque aucun gouvernement n'a osé y porter atteinte. Ce qui fait que dans les faits, ça a toujours été les plus hautes autorités du Conseil d'État qui décidaient de l'avancement éventuellement des sanctions disciplinaires des conseillers de cette juridiction. En revanche, s'agissant des conseillers des tribunaux administratifs, eh bien, ils n'ont jamais bénéficié d'un tel prestige. Et l'absence d'une reconnaissance législative de leur indépendance était beaucoup plus gênante. C'est pour cette raison qu'une loi du 6 janvier 1986 va leur étendre le bénéfice du principe d'inamovibilité, ce qui sera repris ensuite par la loi du 31 décembre 1987 s'agissant des conseillers des cours administratives d'appel. Et en même temps, ces lois ont créé un organe chargé de veiller à l'indépendance des conseillers des tribunaux administratifs et des conseillers des cours administratives d'appel. Cet organe porte aujourd'hui le nom de Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Alors ce conseil, il comprend 13 membres. 3 de ces membres sont issus du Conseil d'État. On trouve ici le vice-président du Conseil d'État, qui préside ce Conseil supérieur. On trouve le conseiller d'État, chef de la mission d'inspection des juridictions administratives, et on trouve également ici le secrétaire général du Conseil d'État. Il y a également, parmi ces 13 membres, 2 qui sont issus de l'administration active. Il s'agit du directeur général de la fonction publique et du directeur chargé au ministère de la Justice des services judiciaires. On trouve également au sein de ce Conseil supérieur 5 membres qui sont des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont élus pour 3 ans par leur pairs. Et enfin, les 3 derniers membres sont des personnalités extérieures nommées pour 3 ans respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Alors ce Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, il a des attributions tout à fait semblables à celles du Conseil supérieur de la magistrature. Mais une différence importante doit quand même être notée, car ces décisions en matière disciplinaire ne s'imposent pas au président de la République, qui par décret prononce la sanction. Le président de la République est libre de ne pas suivre l'avis qui lui a été donné. Cela dit en pratique. En pratique, l'autorité morale de ce Conseil supérieur fait que ces avis sont toujours suivis.